Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez vous l'accaparer et soit la traduire en objectifs et en stratégies d'investissement trading les plus efficaces possibles ou tout simplement la comprendre pour essayer d'anticiper, d'évoluer dans un monde dans lequel les paradigmes s'effondrent les uns après les autres. Et écoutez, on poursuit donc dans cet esprit, dans cet objectif avec désormais David Furcage et sa rubrique Across the Markets. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup David d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes CEO d'IWAV Capital. Parmi tant d'autres fonctions, avec nous pour parler de cette dichotomie profonde qui anime les marchés financiers. On l'a bien compris il y a un instant avec Eric Galliègue. On va le voir avec vous. Dichotomie entre marché boursier et économie. Pour comprendre ce décalage, cet effet ciseau, il est nécessaire d'abord, dans un premier temps, de s'intéresser aux cours du pétrole. Les cours du pétrole qui oscillent autour des 90-100 dollars et qui ne s'éloignent pas de ce niveau. Effectivement, Louis-Antoine, depuis le début de la guerre, comme en témoigne ce graphique en fréquence journalière, le pétrole est sorti par le haut d'un range, bon ça tout le monde le sait, mais depuis que la guerre a commencé, c'est-à-dire depuis fin février, début mars, celui-ci en fait a accéléré, gravite autour d'une valeur centrale entre 95 et 100 dollars le baril, et ce qui est nécessairement inquiétant pour le reste de l'économie, et de nature normalement pour les marchés à réfléchir. À être un risque, à être considéré comme un risque. Voilà, c'est ça ce qu'on ne perçoit pas vraiment nulle part. Le marché étant focus sur d'autres actifs. Et ce qui est intéressant à un moment donné, c'est ne pas de dire le marché monte et qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit être dedans? Bien sûr qu'on doit être dans un marché qui monte, c'est pas le souci. Mais à un moment donné, avoir une vision un peu plus macro et quand même distinguer les problèmes, les signaux faibles. Celui-ci, c'est pas un signal faible, c'est quand même quelque chose de très important, et d'avoir une sorte de big picture, une image macro de ce qui se passe, et ne pas prendre uniquement l'information qui est concordante, mais l'information également qui est dissonante. Ok, l'information dissonante, donc qui dissonnerait avec l'évolution des cours, avec l'évolution des marchés boursiers actuellement. Il y en a une autre, c'est l'inflation aux États-Unis qui est ressortie pour le mois de mai à 4,2%. C'est plus de 2 fois l'objectif de la Réserve fédérale américaine et des grandes banques centrales de la planète. De toute façon, la Banque centrale européenne a décidé hier de serrer la vis. Elle a augmenté ses taux. La Banque centrale américaine se réunit la semaine prochaine. A priori, selon le consensus de marché, le statu quo est de rigueur. Résultat, il n'y a pas que les marchés boursiers finalement qui se mettent le doigt dans l'œil. Il y a peut-être aussi certains gouverneurs de banques centrales qui ne prennent pas les bonnes décisions au bon moment. Alors, les banquiers centraux n'ont pas pour vocation de réagir en fonction d'une actualité qui est chaude, mais ont une vision en fait un peu plus moyen-long terme de l'évolution de l'économie. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire une inflation qui ressort pour le mois de mai à 4,2% aux États-Unis, est très éloignée, comme vous l'évoquez, de l'objectif de la Banque centrale américaine qui se situe à 2%. Donc évidemment, à un moment donné, quand on revient un peu en arrière, la Banque centrale, on pensait qu'elle allait baisser les taux, qu'elle allait se poursuivre un cycle de baisse de taux, mais là, on n'est plus du tout dans ce scénario-là. Il faut vraiment changer de fusil d'épaule, si je puis dire. Et ce que l'on voit également, c'est qu'il ne s'agit pas d'un pic passager, étant donné que le prix du pétrole stagne autour de 95 à 100 dollars maintenant depuis le mois de mars. Ça, c'est en train de se distiller dans l'économie à travers différents canaux, et l'inflation qu'on nous a souvent sous les yeux, justement, accélère. Et c'est effectivement très préoccupant, et notamment pour les banquiers centraux. Exactement, et c'est un peu le discours de Christine Lagarde hier, de dire qu'en prévision de cette diffusion de l'inflation énergétique dans les biens, les services, les prix alimentaires, elle serrait la vis d'ores et déjà. Ceci étant, puisque vous êtes dans le réel, et c'est très important de le comprendre, il y a plusieurs mesures de l'inflation, et il y a surtout celle, puisque Kevin Warsh entretient un discours un peu ambigu, il nous dit oui, mais vous savez, j'ai pas besoin d'augmenter les taux réellement, parce que la situation n'est pas celle qu'on communique dans les médias.
il est vrai que si on défalque l'inflation de ses composantes les plus volatiles, encore plus volatiles que l'énergie et l'alimentaire, celle qu'on appelle core inflation, il y a une inflation encore plus dépouillée de ces variables volatiles, eh bien, elle ressort à 2,4%, cette inflation. Donc, cette inflation qu'on peut caractériser de structurelle, l'inflation structurelle américaine est à 2,4%. Donc, du coup, par la force des choses, est-ce qu'il est nécessaire, dans ce contexte, de paniquer et de vouloir augmenter ces taux à tout prix? Alors, il ne s'agit pas forcément de panique, mais pour aller dans votre sens, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'imagine que oui, le rapport de l'emploi qui est ressorti aux États-Unis le premier vendredi du mois, qui était assez... alarmant. Enfin, non, alarmant. Il était bon. Il était bon, mais il est mauvais sur une chose, sur les salaires réels qui régressent, justement. Les salaires réels qui régressent, finalement, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les Américains, et donc, in fine, pour la croissance. Donc finalement, il n'est pas si bon que ça, ce rapport sur l'emploi, quand on le décortique. Quand on le décortique un peu, mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que l'économie américaine produit des emplois et que c'est plutôt favorable, en tous les cas pour le ménage américain, pour la situation à venir. Donc, d'ailleurs, lorsque le rapport de l'emploi est sorti aux États-Unis, donc le premier vendredi du mois, finalement, les marchés ont corrigé sensiblement. C'est plutôt une bonne nouvelle normalement, mais dans un contexte inflationniste, c'est pas une bonne nouvelle. Bien sûr. Et par ailleurs, on vous parlait de différents postes de l'inflation. Et si vous avez sous les yeux justement l'inflation du côté de l'énergie aux États-Unis, donc effectivement, l'inflation, c'est un panier de différents prix dans l'économie. Et quand on regarde justement la manière dont se distillent les prix du pétrole dans l'économie américaine, eh bien, l'inflation côté énergie est explosive. On est à des niveaux de 23-24% en forte accélération, et ce, justement, depuis le début de l'année, sur les 3 derniers mois. Ce qui est extrêmement préoccupant, si les prix de l'énergie progressent, en fait, dans l'agriculture, on utilise de l'énergie, dans l'industrie, dans les transports. Donc forcément, du pétrole vers l'inflation du côté de l'énergie, forcément, ça se distillera dans d'autres secteurs, et ce qui produit en général le fait que l'inflation, en général, progresse fortement, et ce qui est dans une économie assez préoccupante. Exactement, et c'est le discours peut-être qu'il faut retenir, et peut-être celui qu'a Kevin Warsh en tête, parce que les marchés en tout cas anticipent pour décembre, pour la réunion de décembre, une hausse de taux, un statu quo jusqu'à décembre, donc à voir. En tout cas, il devrait y avoir une hausse de taux du côté de la Réserve fédérale américaine, c'est ce qui ressort des enquêtes d'opinion chez les gérants.